recherche historique ou scientifique ou à des fins statistiques, certaines dérogations peuvent s'appliquer. Après, c'est à chaque État membre de décider s'il veut les appliquer ou non. Et il y aura des différences d'appréciation au sein de l'Union européenne. Tous les États ne vont pas appliquer ces dérogations-là, en tout cas toutes, et toutes de la même manière. La France, lors de la négociation du RGPD, a constamment défendu l'inscription de ces dérogations dans le dur du RGPD, pour ne pas avoir à y revenir dans les débats parlementaires nationaux. Ça n'a pas été possible en raison des compromis toujours nécessaires entre membres de l'Union européenne. Ces dérogations-là, qui sont les dérogations au droit d'opposition à la limitation du traitement, droit d'accès au sens informatique et liberté, pas droit d'accès au sens archivistique, hein, CRPA, donc Code des relations entre le public et l'administration et Code du patrimoine, à la portabilité, au droit de rectification, au droit de notification, etc. Ces droits-là qui sont ces dérogations-là qui sont des dérogations optionnelles, certains États membres estimaient qu'elles n'étaient pas légitimes pour les traitements à des fins archivistiques et pour les traitements à des fins historiques, statistiques et scientifiques. C'est la raison pour laquelle c'est resté dans l'article 89 comme une option, une faculté offerte aux États membres de les inscrire ou non. Alors, donc nous on s'était battus. On a participé aux discussions avec la chancellerie qui porte le texte de loi actuellement en débat au Parlement, donc loi relative à la protection des données personnelles, pour qu'il y ait un article spécifique sur ces traitements-là, à la fois les traitements à des fins archivistiques d'intérêt public et les traitements à des fins historiques, statistiques et scientifiques. C'était l'article 13 dans le projet de loi, c'est l'article 12 aujourd'hui. On a réussi en interministériel à imposer l'article. On a dû intervenir à Matignon parce que, effectivement, dans les derniers moments, il y a eu une réécriture de la loi qui a beaucoup fondu. Ça, vous en avez parlé. Le gouvernement voulant une loi assez courte, assez simple, elle est quand même très complexe, mais elle est plus courte que ce qu'elle était initialement, avec cet article qui a été cité d'habilitation à légiférer par ordonnance, qui aura pour vocation de réécrire complètement la loi informatique et liberté dans une sorte de codification qui ne dit pas son nom, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La lecture du droit à l'avenir sur ces questions-là va être très compliquée, parce que la loi informatique et liberté, donc là, est modifiée de manière assez substantielle, mais par morceaux, et donc il y aura une réécriture pour la rendre beaucoup plus lisible, intelligible, mais ça restera compliqué dans la mesure où le RGPD s'applique directement, et on ne peut pas codifier du droit européen. C'est-à-dire que dans le droit national, normalement, sauf exception, on n'inscrit que les marges de manœuvre ou les adaptations nécessaires, mais les dispositions qui s'appliquent de plein droit directement dans toute l'Union européenne n'ont pas à se retrouver en droit national. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre dans l'informatique et liberté ou dans un code à créer, il a été question de créer un code de la protection des données personnelles, on ne peut pas inscrire des dispositions du RGPD. Donc il faudra toujours travailler avec les deux textes parallèlement. Donc il faudra connaître les deux textes. Autrefois, on ne travaillait qu'avec la loi informatique et liberté, puisque le texte précédent était une directives qui sont transposées, du coup qui ne sont pas d'application immédiate et directe. Bon, tout ça pour revenir aux dérogations optionnelles. Donc la France s'est battue pour que ça soit dans le dur du règlement, c'est pas dans le dur, s'est battu pour que ça soit dans le projet de loi. Au Sénat, au Conseil d'État déjà, l'article a failli sauter, on a dû également intervenir vigoureusement pour que l'article subsiste. Le Conseil d'État a supprimé l'alinéa relatif au traitement des fins historiques, statistiques et scientifiques, pourtant extrêmement important, y compris pour les services d'archives, et vous verrez pourquoi. Et il ne restait plus dans le projet de loi que les alinéas relatifs, ou l'alinéa surtout relatif au traitement des fins archivistiques dans l'intérêt public, qui, je le précise, concerne uniquement les services publics d'archives, puisque par le considérant 158 du RGPD, on apprend que ces traitements-là concernent les services d'archives ou les organismes qui ont pour mission légale de collecter, conserver, communiquer, etc. des archives. Or, en France, la mission légale, ce ne sont que les services publics d'archives, quels qu'ils soient, c'est-à-dire État, collectivité, intercommunalité, etc., établissements publics, et pas les établissements privés, entreprises, fondations, etc., même si elles conservent des archives dans l'intérêt public. Mais ce n'est pas une mission légale. Le mémorial de la Shoah, par exemple, qui détient des archives, n'a pas une mission légale obligatoire de conservation.
l'entreprise aussi n'a pas cette obligation légale de conservation d'archives historiques, d'archives définitives. Donc, je reviens à mon propos. À la sortie du Conseil d'État, il y avait l'alinéa sur les traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, et l'article est passé sans difficulté particulière à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques amendements pour le supprimer, mais ils étaient proposés par des groupes minoritaires à l'Assemblée, donc ça a été très facile de maintenir l'article. Au Sénat, on a eu une très grosse surprise, puisque notre article a été entièrement réécrit, et notamment la dérogation au droit de rectification a été supprimée par la commission des lois à la demande, sur proposition de la rapporteure du projet de loi, Madame Sophie Joissaint. Le droit de rectification, ça signifie que s'il s'impose à nous, ça signifie qu'on doit rectifier une inexactitude dans un document, donc archives définitives, hein, on est bien dans les archives définitives. Ça s'applique donc aux informations inexactes, périmées, incomplètes. Alors, on avait beau avoir expliqué préalablement que des archives définitives sont par nature périmées, puisqu'elles sont anciennes, que par ailleurs, elles sont parfois inexactes, je dirais même souvent, parfois volontairement, parfois involontairement, mais l'erreur parfois est intéressante historiquement, que par ailleurs, modifier un document, c'est-à-dire écraser l'inexactitude, la faire disparaître du document pour écrire par-dessus l'information nouvelle, ça portait atteinte à l'intégrité et donc à l'authenticité du document. Rien n'y a fait. La commission des lois a, malgré l'avis défavorable du gouvernement, plutôt supprimé la dérogation au droit de rectification. Donc on a dû intervenir en séance publique 8 jours après. Et là, je dois remercier et féliciter le réseau qui s'est mobilisé, et certains sont présents dans la salle, qui ont sensibilisé leurs sénateurs pour que cette dérogation-là réapparaisse dans le texte. Je suis allé au Sénat